bonjour Madame Christine Nzekou. Depuis 5 mois, vous avez organisé la ronde interminable des résistants. Et comment vous est née cette manifestation que vous tenez chaque week-end pratiquement à Paris? Merci pour la question. L'idée m'est venue pure et simplement après tout ce qu'il y a eu, après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. J'ai vu que sur la place à l'extérieur, sinon ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, tout a été tabou. Il n'y avait pas eu de communication réelle sur la situation de la Côte d'Ivoire. Il se trouve que ici, en France où nous sommes, ça a été totalement un tabou puisque Sarkozy a fermé tout ce qui était médiatique, à part France 24. Quand ils sortent quelque chose de leur bouche, c'est pour dire que Gbagbo est comment dirais-je, Gbagbo est un dictateur. Ils n'ont pas un autre mot. Si on nous présente, on nous parle de la Côte d'Ivoire, c'est pour présenter la dictature de la Côte d'Ivoire. Et les exactions, on le met sur le compte de ceux qui ne le sont pas. D'où l'idée m'est venue de pouvoir restaurer cette communication ici. Mais comment? En essayant de toucher quelques résistants, des structures résistantes, et de mettre en place une possibilité, ne serait-ce que comme exactement la Sorbonne ou l'Agora en Côte d'Ivoire. Et quand aussi j'ai appris qu'on a cassé aussi l'Agora et la Sorbonne, c'est ça que j'ai dit, bon, dans ces conditions, il faut en instaurer un ici, afin de pouvoir convaincre et faire rencontrer, faire parler les résistants qui l'ont vécu, des témoignages des uns et des autres. Pourquoi? Nous, pourquoi essayer d'instaurer ça? Et pourquoi essayer de les faire parler? Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu. Et on s'est appuyé sur l'exemple des femmes argentines qui se levaient, qui faisaient leur ronde pour pleurer leurs petits-enfants. Nous, ce n'était pas pour pleurer les enfants, mais c'est pour faire connaître toutes les exactions, toutes les tueries et tout. Donc on fait des pancartes, on fait des flyers de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On essaie de les distribuer. On a choisi des quartiers cibles, tels que là, on était à Bobou. Et Bobou nous a permis et nous permet de distribuer et de racoler, donc de tracter à peu près 7000 personnes tous les week-ends. On nous a enlevés de là. On nous a mis à une autre place. Le mois suivant, on nous a mis encore à une autre place. D'où la ronde interminable n'est plus la ronde qu'on voulait faire entre nous, des résistants, mais c'est devenu aussi la ronde des quartiers. On dit, Madame Nzekou, vous voulez rester au cœur de Paris. Donc au cœur de Paris, à chaque fois on m'enlève d'une place à une autre. J'étais à Bobou, de Bobou on m'a amené à la place Igor, qui est non loin de Bobou. Après on m'a enlevé là, on m'a mis à la place Michelet. De là on m'a enlevé, je suis aujourd'hui à la place Châtelet. Voilà. Pensez-vous que les gens que vous abordez sont réceptifs à votre message? Beaucoup sont réceptifs. Autant il y en a qui viennent se bagarrer avec nous. Parce que les affiches qu'on met, les tracts qu'on leur donne, ceux qui sont de la droite ou qui sont sarkoziens viennent même tirer nos flyers, sinon nos pancartes, nous les arracher, les déchets. Il y en a des fois qui veulent se battre même. Mais Dieu merci qu'avec nous, on a la sécurité, mais on a aussi la police qui est là, donc qui essaie de remettre les choses en place. Je prends le cas de la place Michelet, où une maison d'édition est venue nous crier dessus, qu'il ne fallait pas qu'on reste là. La police l'a arrêté et on a reçu, on est parti quand on a été à la police, enfin quand on a été à la préfecture, la semaine suivante, on nous a dit qu'ils ont reçu 15, à peu près une quinzaine ou une vingtaine
de courrier, nous leur demandant qu'il fallait qu'on nous enlève de là. Et ces courriers-là venaient de qui? Des propriétaires, des copropriétaires, des locataires, des commerçants, y compris même de Sarkozy. Il y a des affiches où la police, nos pancartes, il y en a qu'on ne veut pas qu'on accroche. Parce qu'on dit que Sarko est un nain, Sarko est un assassin. Sarko, parce qu'on le traite de tous les noms, ils ne veulent pas qu'on le dise. Est-ce que les protestations des riverains sont dues au fait que vous faites des nuisances sonores qui gênent les riverains? Mais ça, hein, ils le sachent, il y a une règle ici, c'est de 22h à 6h du matin. Mais eux, la journée, on ne fait pas de nuisance. Nous parlons à un public. Et c'est gênant parce qu'on dit la vérité. C'est le fait que nous sommes dans la vérité. Pour leur dire que nous, notre Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur. Il n'a jamais été contre la démocratie. C'est lui qui est le père de la démocratie d'ailleurs. Et l'homme tel qu'eux ils le connaissent ou tel qu'ils ont appris à le connaître n'est pas celui-là. Donc quand on veut leur parler du vrai personnage, ils n'en veulent pas. Voilà. Est-ce que dans cette initiative, vous êtes soutenu par d'autres responsables de la résistance à Paris? Mais la ronde interminable des résistances, c'est eux. Donc toutes les semaines, on recevait tous les responsables, chaque leader, puisqu'ils ont droit à la parole. C'est un espace de parole. Tu viens parler, mais tu ne parles pas au public ivoirien. Tu parles à un public immense, qui peut être étranger, qui est français, qui vient touristique, qui t'écoute. Donc, au contraire, c'est demandé. Chaque résistant me demande c'est quand mon tour. C'est quand je viens. Que ce soit les résistants, que ce soit les restants politiques. Au départ, ils n'avaient pas compris. Au départ, ils ont compris que c'est une action qui allait contre leur marche, qui allait contre leur rassemblement, qui allait, oui. Mais quelque part, quand nous parlons, après les marches, nous parlons aux Ivoiriens. Moi, ma préoccupation a été de parler aux étrangers, à faire connaître la Côte d'Ivoire aux étrangers, à parler de la vraie Côte d'Ivoire et de cette dictature dont on traite Laurent Gbagbo, de la démentir, mais auprès des étrangers, pas auprès des Ivoiriens. Voilà. Donc, bon, ça a été très apprécié quand ils ont compris. Beaucoup maintenant font même des photocopies qui m'envoient. Quand ils trouvent des textes qui sont parlants, ils nous les envoient. Quand ils ont quelque chose à dire, ils nous les envoient. Voilà. Jusqu'à quand vont durer ces rondes interminables des résistants? Oh, pour l'instant, bon, comme Laurent Gbagbo doit être jugé, enfin, il doit être à la haie, c'est le 18 qui passe. Soit on l'accuse ou on la quitte, mais je crois qu'on va la quitter. On va le libérer parce que sinon, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont rien. On dit son dossier est vide. Donc peut-être que j'ai arrêté, j'ai émis de janvier jusqu'à juin. Et je pense venir avec lui. Le 18 juin, je pense qu'il viendra. On va le libérer. Il n'y a rien contre lui. Voilà. Il y a déjà ça. Et c'est ça, ce sont ces vérités-là qu'il distribue. Que voilà, depuis 2002, voilà cela, ce qu'ils ont fait. Avec preuve à l'appui. Donc si ça continue, mais la ronde continuera. S'il continue à rester à la haie, la ronde continue. Mais s'il n'est plus à la haie, pourquoi ferais-je une ronde? Dans l'hypothèse d'une confirmation des charges contre le président Gbagbo devant aboutir à un procès, et si à l'issue de ce procès Gbagbo était condamné, comment percevez-vous dans l'avenir la résistance des Ivoiriens en France? Oh, la résistance des Ivoiriens en France. Oh, que Gbagbo reste là-bas, comme vous le dites là, la question que vous me posez pour moi, elle est nulle et non avenue, parce que Gbagbo, Laurent... Nous sommes en politique, il faut prévoir toutes les hypothèses. Ce sont les possibilités à prévoir. Il faut se préparer en conséquence aussi. La CPI aussi est un espace politique. Donc je n'exclus rien. Mais nous sommes prêts. La France a fait la guerre. Il y a des guerres qui durent 100 ans, il y a des guerres qui durent plus que ça. Mais nous, on se prépare au fur et à mesure. Devant chaque situation, nous allons nous préparer. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens auront encore de l'énergie nécessaire pour continuer cette résistance si Gbagbo arrivait à être condamné à la CPI? Mais on aime tellement notre pays. Et
Et nous aimons même la personne, même celui-là même qui nous respecte. Parce que Laurent Gbagbo était respectueux du peuple. Nous faisons partie de ce peuple-là. Et il était respectueux de la diaspora. À la campagne, il avait reçu la diaspora à qui il avait confié sa campagne. Donc l'homme étant aussi respectueux et déterminé par rapport à son pays, pourquoi nous allons prendre une autre position vis-à-vis de lui? Rien, c'est lui, c'est sa présence à ce poste-là, à ce gouvernement ou bien à la tête de ce pays qui nous avait tous motivés à vouloir rentrer dans notre pays. Et on était tous prêts à pouvoir rentrer. Malheureusement, c'est pas lui qui a eu. Malheureusement, les gens ont menti, ils disent que c'est pas lui. Vous êtes une patriote, une résistante très zélée, très engagée. Alors je voudrais savoir d'où vous vient cette énergie qui vous détermine à chaque fois et qui vous pousse à chaque fois à l'action. Oh, ben, je dirais d'abord c'est l'amour de mon pays. Ma détermination vient tout simplement de ce que j'adore mon pays. Parce qu'il m'arrive de me poser des questions, de dire, mais s'il n'y avait pas la Côte d'Ivoire, quel serait le pays que j'aurais choisi? Mais comme il n'y a pas de pays que je veux, si ce n'est la Côte d'Ivoire, mais pour que ce soit libéré, il faut que je sois sur le terrain. Voilà. Donc ma détermination vient aussi de là. Et c'est parce que j'aime mon peuple. J'aime aussi mon peuple. Je copie pas avec l'éducation si on veut. J'ai été à l'école de Laurent Gbagbo. Donc si je veux copier l'homme, ou si je prends l'exemple de l'homme, il faut, ça ne peut que me motiver. Voilà. Au sein de cette résistance, surgissent par moments des divisions, des petites querelles de personnes, des leaderships. Vous, en tant que, entre guillemets, ou au sens propre, la maman des jeunes résistants ici en France, que pensez-vous de cette situation? Vous savez, comme vous dites, je suis la maman. Mais une maman, quand elle fait les enfants, elle ne les fait pas à la même heure. C'est périodique. Je pense que si on veut, si c'est moi qui les ai faits, chacun a eu son temps de naître, chacun a eu son éducation. Et nous sommes à un stade où on se retrouve parce qu'ils ont tous, ils sont majeurs. Je donne un exemple. Et dans cet espace où chacun a eu, parce que soit élevé en tant que bonne africaine, j'ai une soeur qui a pris un, il y a eu un frère qui a pris un autre, et puis un jour nous nous retrouvons tous. Il faut qu'ils arrivent encore à se connaître, arrivent à se comprendre et après nous trouverons des consensus. Premièrement, on n'était que des mouvements de résistants. Aujourd'hui, nous sommes créés en plateforme, en coalition. Mais l'unité est là, et ça vient progressivement. Ça va venir. Quel est votre appel pour le 18 juin prochain aux Ivoiriens de la diaspora? Mon appel elle est seule et unique. De prouver au monde combien nous aimons notre pays d'abord. Parce que notre combat, si notre président se retrouve dans cet état, c'est parce qu'il aime, il dit, tant que à chaque fois que son pays sera touché, lui le digne fils, ils vont le trouver. Mais effectivement, il s'est laissé bombarder jusqu'à la dernière minute. Et on lui avait proposé, qu'est-ce qu'on lui a pas proposé? Comme fortune, comme lieu privilégié. Et lui et sa famille, il a refusé totalement par rapport à son peuple, par rapport à son pays. Donc, je pense qu'on en arrivera là. Vous pensez que la mobilisation sera totale à l'AE? La mobilisation elle sera quasiment totale. Nous partons en train, c'est du jamais vu. Et puis quand les gens de la Hollande voient l'afflux qui arrive, pas seulement des jours où on organise, mais tous les jours que Dieu fait, au moins il y a toujours des gens. C'est pas la haie est devenue aujourd'hui, où la ville, où la CPI est devenue un lieu touristique qui est toujours envahi. Ils disent pas, comme on voit pas le président, on n'y va pas, mais ils y vont. Donc, le jour où on va maintenant le juger là. Et Dieu merci, ils ont mis ça pendant l'été où chacun peut prendre ses vacances. C'est pas l'hiver. Donc on peut aller dormir dehors. On a pris un train. On part, il y a un train. Depuis quand ce lien, on dit, Tyler a été visité, il a été jugé avant-hier.
Il y avait combien de Libériens là-bas? Nous avons pris un train. Et déjà, il y a des structures. Rien qu'à elles ont pris 50 cars. Il y a des voitures individuelles qui vont aller là-bas. Il y a nous prenons tous les moyens. Il y a ceux qui vont à pied qui sont déjà partis. Ceux qui sont à bicyclette partiront d'ici mai. Donc, il aura du monde. Vous, en tant qu'une inconditionnelle, inébranlable du président Gbagbo, est-ce que ça veut dire chercher à lui rendre visite en prison à La Haye? Oh, je vais aller lui rendre visite. Je vais aller lui rendre visite. Mais pour l'heure, je sais pas, il est là-bas, il a besoin d'avoir le moral. Parce que lui, il fait l'espoir de toute la jeunesse ivoirienne, mais aussi de tout le peuple ivoirien. Et certains peuples, bien sûr, qu'il y en a qui sont ce qu'ils sont, mais l'espoir des gens qu'il fait, il a besoin d'avoir un moral solide. Et moi, je suis très, très sensible. Et le voir dans l'état, dans son état, lui, je ne m'empêcherai pas de pleurer. Je ne m'empêcherai pas de pleurer. Je ne me sens pas assez forte encore. Je préfère, mais il m'arrive rien que de regarder sa photo, de pleurer, rien que de voir les gens dans la rue, de pleurer, de voir les Ivoiriens qui meurent, de pleurer, de voir encore des combats, de voir tout le vécu des Ivoiriens, le peuple ivoirien dans cette difficulté où Laurent Gbagbo voulait nous sortir. Les Ivoiriens mangeaient à leur faim. C'est le pays où les Ivoiriens adorent vivre. Aujourd'hui, ils ont la peur dans le ventre. Et quand je les regarde, je ne me sens pas. Donc, j'irai le voir, mais si je ne devais pas le voir et que Dieu fait qu'il sort, parce qu'on dit chaque chose a son temps. Nous, êtres humains, nous faisons notre temps dans les marches, mais le temps de Dieu viendra où il va sortir. Et je pense que le 18, je pense qu'il va sortir. Christine Nzekou, merci.